Vladimir Poutine pensait qu'il dominait tout ce qui concernait les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine. Il avait toutes les cartes en main, ou du moins le croyait-il, ainsi que suffisamment d'influence sur les États-Unis pour s'assurer que tout accord conclu serait bien plus favorable à la Russie que ne le voudraient l'Ukraine ou l'Europe. L'excès de confiance s'est avéré être la perte de Poutine. Le président russe vient de recevoir la pire nouvelle qu'il ait jamais reçue, alors que les États-Unis et la Coalition of the Willing ont porté des coups aux ambitions de Poutine de prendre le contrôle en Ukraine. Le 7 janvier, National Broadcasting Company News a rendu compte d'une réunion entre les membres de la Coalition of the Willing à Paris. Cette coalition est un concept dont on discute depuis une grande partie de l'année écoulée, rapporte Sky News, et elle revient essentiellement à un groupe de nations qui affirment être prêtes à aider à garantir la sécurité de l'Ukraine si jamais la guerre en Ukraine venait à prendre fin. Sky News affirme que le concept existe pour permettre aux membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord d'agir en tant que groupe sans qu'un membre de cette organisation de défense collective ne mette son veto aux actions que les autres membres veulent entreprendre. La Hongrie et la Slovaquie, toutes deux membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, et qui se sont montrées quelque peu sympathiques à la cause de Poutine, suscitent une préoccupation particulière. La coalition permet aux membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord d'agir sans l'approbation de ces deux nations. Et lors du sommet de Paris, la coalition a reçu un important coup de pouce de la part d'un pays qui auparavant s'était montré prudent à l'idée de lui apporter un soutien concret. National Broadcasting Company News rapporte que ce sommet de la coalition a été le premier auquel ont assisté deux des principaux émissaires américains, Steve Witkoff et Jared Kushner. Il s'agit des mêmes émissaires que le président des États-Unis Donald Trump a envoyés en Russie pour une réunion avec les représentants de Poutine en décembre, ce qui signifie qu'ils se trouvent au cœur des efforts des États-Unis pour négocier un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. La présence de ces deux personnes à elles seules aurait été préoccupante pour Poutine, qui aurait probablement espéré les voir le plus loin possible des nations européennes, offrant des garanties de sécurité. Cependant, ce sont les propos de Witkoff et de Kushner pendant le sommet qui donneront au président russe de véritables raisons de s'alarmer. Rejoints par le principal général des États-Unis en Europe, Alexus Grinkewicz-Witkoff et Kushner ont tous deux fait des déclarations, laissant entendre que les États-Unis soutiennent fortement quelque chose qui s'apparente au protocole de sécurité proposé à l'Ukraine par la Coalition of the Willing. Witkoff a formulé l'annonce la plus claire du soutien des États-Unis à de tels protocoles. Se tenant aux côtés des dirigeants de l'Ukraine, de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni, l'envoyé spécial de Trump a déclaré « Those security protocols are meant to deter any further attacks in Ukraine and if there are any attacks, they're meant to defend and they will do both. They are as strong as anyone has ever seen. » Kushner a renforcé ses déclarations, ajoutant que des protocoles de sécurité d'une certaine sorte sont nécessaires pour une paix durable et qu'il est normal que l'Ukraine veuille que ces protocoles soient en place. Si l'Ukraine doit conclure un accord final, they have to know that after a deal they are secure, they have obviously a robust deterrence and there's real backstops to make sure that this will not happen again, a déclaré Kushner. En substance, cela semble être les États-Unis disant qu'ils vont soutenir la présence de troupes de la Coalition of the Willing en Ukraine dans le cadre de tout accord de paix ou de cessez-le-feu négocié avec la Russie. Nous disons « semble » parce que le soutien à la coalition paraît être implicite plutôt que énoncé explicitement. National Broadcasting Company News ne rapporte ni Witkoff ni Kushner déclarant explicitement que les plans de la Coalition of the Willing sont nécessairement ce que les États-Unis soutiendraient. Cela dit, les dirigeants de la coalition ont également affirmé que les alliés pourraient participer à un mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu dirigé par les États-Unis, impliquant probablement des capteurs des satellites et des drones. Cela semble signifier que les États-Unis surveilleront la Russie tout en transmettant des données à la coalition afin que ses troupes au sol puissent agir chaque fois que nécessaire. Cependant, ce mécanisme est proposé et n'est pas gravé dans le marbre. Néanmoins, le fait que les États-Unis aient choisi de faire ces commentaires lors d'un sommet de la coalition semble destiné à envoyer un indice à Poutine quant à la direction des considérations actuelles de l'Amérique. Il n'est également fait aucune mention d'un déploiement de soldats américains sur le terrain. Cela ne devrait pas surprendre car Trump a déclaré en août que le président des États-Unis a affirmé que toute contribution américaine n'impliquerait pas de soldats à l'intérieur de l'Ukraine.
When it comes to security, Europeans are willing to put people on the ground. We are willing to help them with things, especially probably by air, a déclaré Trump dans un entretien avec Fox News. Les commentaires de Witkoff et de Kushner ne semblent pas contredire ces déclarations d'août. Cependant, si l'administration Trump a prouvé une chose depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2025, c'est que l'approche des États-Unis est suffisamment flexible pour changer du tout au tout en un instant si besoin est. Fait intéressant, les commentaires de Witkoff et de Kushner sont intervenus un peu plus d'une semaine après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les États-Unis avaient offert à l'Ukraine des garanties de sécurité sur une période de 15 ans. British Broadcasting Corporation rapporte que cette offre semble avoir été faite lorsque Zelensky a rencontré Trump en Floride le 28 décembre, ce qui laisse penser que ces garanties feront partie du plan de paix dont les deux dirigeants ont discuté. Zelensky a ajouté qu'il restait des points d'achoppement, notamment des questions territoriales liées au Donbass et à la centrale nucléaire de Zaporijjia. Cependant, un plan de paix à 90% serait ressorti de la rencontre, affirme Zelensky, et des progrès sur les garanties de sécurité auraient été l'un des principaux enseignements de la journée. Zelensky a clairement souligné l'importance de telles garanties de sécurité à la suite de la réunion. Without security guarantees, this war cannot be considered truly over. We cannot acknowledge that it has ended because with such a neighbor there remains a risk of renewed aggression, a déclaré Zelensky. Il a également suggéré que les États-Unis semblent ouverts à l'idée d'une longue garantie de 30-40 voire 50 ans. Aucun commentaire n'est venu des États-Unis à ce moment-là, bien qu'il soit intéressant de noter que le langage de Zelensky sur la nécessité de garanties de sécurité semble très similaire à celui employé par Witkoff et Kushner lors du sommet de Paris de la Coalition of the Willing. Cet alignement apparent dans le langage pourrait-il signifier que Witkoff et Kushner indiquent un soutien total des États-Unis au plan de la Coalition of the Willing, ou bien cela signifie-t-il qu'ils ont d'autres idées en tête quant à la forme que devraient prendre les garanties de sécurité de l'Ukraine ? Il est difficile de le dire, mais pour Poutine, le fait que les États-Unis expriment un tel soutien quel qu'il soit est un cauchemar auquel il ne s'attendait pas à devoir faire face alors que 2025 touchait à sa fin. En un peu plus d'une semaine, en 2026, les États-Unis ont déjà porté une série de coups puissants aux ambitions de Poutine d'être une véritable force sur la scène mondiale. Parmi ces coups figure la capture de l'ancien président vénézuélien Nicolás Maduro. The Guardian rapporte que la Russie avait accordé à Maduro des prêts de plusieurs milliards de dollars avant cette capture, et il est juste de qualifier Maduro d'allié de Poutine. Il y a aussi le chaos dans les rues d'Iran où des protestations de masse se poursuivent, comme vous l'apprendrez si vous consultez notre vidéo sur le sujet. Le régime iranien est un autre allié de Poutine, et ce régime semble proche d'être renversé, les États-Unis ayant déjà averti l'Iran de ne pas tuer des manifestants en le menaçant que l'Iran pourrait être « hit very hard » s'il le faisait. La Russie a également perdu des navires de sa flotte fantôme du fait de détentions par les États-Unis, et elle fait désormais face à la perspective de sanctions secondaires après que Trump a donné son feu vert à un projet de loi qui imposerait des droits de douane pouvant aller jusqu'à 500% aux nations qui achètent des produits énergétiques russes. Le soutien désormais affiché par les États-Unis à des garanties de sécurité que Poutine ne veut absolument pas est un autre coup porté à un président russe déjà vacillant. Le seul point lumineux pour Poutine est venu de rapports selon lesquels le langage utilisé pour décrire le soutien des États-Unis à l'Ukraine avait été édulcoré. C'est ce qu'indique National Broadcasting Company News, qui rapporte que Zelensky a exprimé ses remerciements pour les commentaires faits par Witkoff et Kushner. Zelensky remercie les États-Unis for its readiness to be a backstop in all areas security guarantees, monitoring a ceasefire and rebuilding. National Broadcasting Company News indique que cette déclaration n'a pas été explicitement approuvée par la Maison-Blanche. Elle ne mentionnait pas non plus l'utilisation de capacités américaines dans le cadre d'une force multinationale en Ukraine, ce que National Broadcasting Company News affirme avoir figuré dans une version antérieure de la déclaration de Zelensky. Quel que soit l'espoir que Poutine ait pu ressentir en voyant ce qui semble être les États-Unis se ménager une marge de manœuvre quant à leur soutien aux garanties de sécurité pour l'Ukraine, cet espoir pourrait cependant être bientôt anéanti. Le 8 janvier, Euronews a rapporté les affirmations de Zelensky selon lesquelles des garanties de sécurité conjointe Ukraine-États-Unis sont désormais prêtes et qu'il ne leur manque que l'approbation de Trump.
Zelensky a qualifié le document de « essentially ready » à être finalisé. Il n'y a pas de signature de Trump. Pas encore. Mais désormais, la plume de Trump pendra comme l'épée de Damoclès au-dessus de la tête de Poutine, ce qui est probablement exactement ce que Trump veut. Avec tous ces discours sur la Coalition of the Willing, il faut s'attendre à ce que le groupe soit loin d'être resté silencieux pendant que les États-Unis faisaient leur énorme annonce. Et il ne l'a pas été. Pourtant, un coup de suivi à Poutine des membres de cette coalition ont clairement indiqué qu'ils seraient les premiers à envoyer des troupes en Ukraine dans le cadre de tout accord de paix ou de cessez-le-feu. Ces pays sont la France et le Royaume-Uni tous deux, ayant, selon British Broadcasting Corporation, signé une déclaration d'intention visant à déployer des troupes en Ukraine si un accord de paix est conclu. Cette nouvelle a éclaté un jour avant que Witkoff et Kouchner ne fassent que leurs commentaires lors du sommet de Paris. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, a donné quelques détails sur ce que signifie cette déclaration d'intention, notant que le Royaume-Uni et la France se sont engagés à établir des military hubs across Ukraine, qu'ils espèrent voir jouer un rôle dans la dissuasion de toute future invasion russe si un accord de paix est conclu. Le président français Emmanuel Macron a ajouté que des milliers de soldats pourraient être déployés dans le cadre de cet engagement. British Broadcasting Corporation a également indiqué que les alliés de la coalition s'étaient largement mis d'accord sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine, tout en suggérant la proposition mentionnée précédemment, selon laquelle les États-Unis pourraient jouer un rôle dans la surveillance de toute trêve entre l'Ukraine et la Russie. La question du territoire reste un problème, bien sûr, mais elle semble désormais être l'un des rares qui subsistent. C'est un obstacle majeur, bien sûr. British Broadcasting Corporation indique que la Russie occupe environ 20% de l'Ukraine à l'approche de 2026, y compris une grande partie de la région du Donbass, que Poutine veut voir l'Ukraine céder dans le cadre d'un accord de paix. Beaucoup dépend de la capacité de l'Ukraine et de la Russie à parvenir à un quelconque accord sur ce territoire. Sans cet accord, l'engagement pris par la France et le Royaume-Uni, ainsi que le soutien offert par les États-Unis, signifie peu car la guerre en Ukraine continuera de faire rage. Néanmoins, la déclaration d'intention est une étape importante comme le souligne Starmer. This is a vital part of our commitment to stand with Ukraine for the long term, a déclaré le Premier ministre du Royaume-Uni à propos de l'accord. It paves the way for the legal framework under which British, French and partner forces could operate on Ukrainian soil, securing Ukraine's skies and seas, and regenerating Ukraine's armed forces for the future. Canada's Canadian Broadcasting Corporation se montre plus enthousiaste au sujet des garanties de sécurité. Dans son reportage du 6 janvier, elle a déclaré que l'Ukraine avait reçu « a series of concrete security guarantees » soutenues par plus de 30 pays. C'est peut-être bien le cas en coulisses, même s'il semble que seuls le Royaume-Uni et la France se soient engagés publiquement à mettre des troupes au sol avec leur déclaration d'intention. L'Allemagne n'a pas encore pris un engagement similaire, le chancelier allemand Friedrich Merz se contentant de dire que le pays « not fundamentally ruling anything out ». L'arrivée de soldats allemands en Ukraine pourrait être une option bien que l'Allemagne semble attendre de voir ce qui se passe avant de prendre des engagements fermes. Mais, encore une fois, tout cela n'a d'importance que si la Russie accepte un accord de paix. En supposant qu'elle le fasse et que le dit accord comporte des garanties de sécurité pour l'Ukraine, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces garanties compteront. Comme British Broadcasting Corporation l'a indiqué en août 2025, la notion même de security guarantees semble quelque peu fluide, car le terme peut aller de troupes au sol à la mise en œuvre de sanctions encore plus financièrement paralysantes contre la Russie que celles déjà en place. Mais en fin de compte, toute garantie doit être suffisamment forte pour empêcher Poutine d'avoir des idées de nouvelle invasion après qu'un accord de paix est conclu. Sa première tentative complète n'a déjà pas réussi à produire les résultats qu'il souhaitait après près de 4 ans de combat. La crainte est que Poutine utilise un accord de paix ou de cessez-le-feu pour se regrouper et réessayer lorsqu'il se sentira prêt. Des éléments potentiels indiquant que tel est le plan de Poutine proviennent de l'insistance de la Russie pour que l'Ukraine ne devienne pas membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et pour que la taille de l'armée du pays soit réduite. Cela ressemble à des tentatives évidentes de forcer l'Ukraine à se trouver dans un état affaibli qui profiterait à la Russie pour une future invasion.
Aussi bonnes que soient les nouvelles de la déclaration du Royaume-Uni et de la France, ainsi que du soutien américain aux garanties de sécurité pour Zelensky, il reste encore un problème à affronter. Ce problème a été mis en évidence par The Guardian le 8 janvier lorsqu'il a rapporté que Zelensky affirme qu'il n'y a eu aucune unequivocal answer de la part des alliés européens de l'Ukraine quant à la manière dont il réagirait si la Russie attaquait de nouveau l'Ukraine. Zelensky ne sait toujours pas si une invasion ultérieure conduirait les pays qui se sont engagés à soutenir une garantie de sécurité, à intervenir réellement pour défendre l'Ukraine directement, et c'est une préoccupation évidente pour Zelensky. I personally very much want to get a very simple answer, yes. If there is aggression, again, all partners will give a strong response to the Russians. And that's the exact question I put to all our partners. And so far, I haven't received a clear, unequivocal answer, a déclaré Zelensky. British Broadcasting Corporation ajoute qu'il existe aussi une différence intéressante dans le langage utilisé par l'Ukraine et les États-Unis. Nous avons évoqué ce langage plus tôt, même si nous n'avons pas abordé le point de British Broadcasting Corporation, selon lequel les États-Unis utilisent souvent le terme Security Protocols plutôt que Security Guarantees. Il se peut que ces termes soient interchangeables. Cependant, il est aussi possible que les États-Unis utilisent le mot protocols pour se ménager une marge de manœuvre quant à ce qu'ils offriront et à la façon dont ils réagiront si la Russie rompt un accord de paix ou un cessez-le-feu. Une garantie est une promesse. Quant à un protocole, cela peut être modifié. Il est aussi intéressant de noter que la proclamation initiale de Zelensky, selon laquelle la déclaration d'intention signée par le Royaume-Uni et la France a été tempérée par des commentaires qu'il a formulés par la suite. En plus de mentionner l'absence de réponse concrète à la question de savoir ce qui se passe si la Russie envahit de nouveau, Zelensky a également déclaré que bien qu'il apprécie et soit reconnaissant de la volonté politique montrée par les alliés de l'Ukraine, ce sont des garanties de sécurité juridiquement contraignantes dont on a besoin. But as long as we don't have such security guarantees, legally binding, supported by Parliament, supported by the United States Congress, this question cannot be answered, a déclaré Zelensky à propos de la perspective que ceux qui offrent les garanties passent réellement au combat si nécessaire. Il a ajouté que « Even if they do, you still have to rely primarily on your own strength ». Ce n'est pas Zelensky qui devient soudainement ingrat, c'est le président de l'Ukraine qui apporte une dose de réalité. Le soutien affiché et les déclarations d'intention sont importants au niveau des fondations, mais ils ne signifient pas grand-chose tant que ceux qui les formulent ne s'y lignent pas juridiquement. Quant à la Russie, elle est furieuse des développements des derniers jours. Même sans rien de juridiquement contraignant, la Russie a pris les déclarations des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France comme des menaces, et elle a affirmé que toute troupe étrangère entrant en Ukraine deviendrait une cible. Une déclaration de Moscou l'a dit dans la foulée de l'annonce de la déclaration d'intention du Royaume-Uni et de la France, comme l'a rapporté Reuters. La Russie wants that the deployment of Western military units, military facilities, depots and other infrastructure on Ukrainian territory will be classified as foreign intervention, posing a direct threat to the security of not only Russia but also other European countries. All such units and facilities will be considered legitimate military targets of the Russian armed forces. En d'autres termes, tout soldat occidental déployé en Ukraine sera essentiellement considéré comme faisant partie de la guerre que Poutine mène. La Russie a également affirmé que l'Occident tente de créer un « axis of war », ce qui est assez fort quand c'est la Russie qui se bat pour prendre le contrôle de l'Ukraine depuis presque 4 ans. Ces commentaires s'accordent avec ceux déjà formulés par la Russie en août 2025. Comme le rapporte Pravda, la Russie disait que toute troupe de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord opérant sur le sol ukrainien serait inacceptable même à cette époque. Cela indique essentiellement le manque de volonté de la Russie d'accepter un quelconque accord de paix qui offrirait une garantie de sécurité suffisamment forte pour conduire à la présence de troupes pro-Ukraine au sol à l'intérieur de l'Ukraine. Après tout, d'où pourraient venir ces troupes? Sinon des nations occidentales qui soutiennent actuellement l'Ukraine, la plupart des nations qui soutiennent activement l'Ukraine en ce moment font aussi partie de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, notamment la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et la réitération par la Russie de son refus d'accepter l'entrée de troupes occidentales en Ukraine revient à dire que le pays ne signera pas d'accord de paix qui inclut une garantie de sécurité
impliquant la Coalition of the Willing ou le type de garantie ou de protocole que les États-Unis affirment désormais soutenir. En fin de compte, ce type de commentaire explique pourquoi Zelensky recherche quelque chose d'encore plus concret que ce que nous venons de voir. Poutine sera inquiet qu'un engagement aussi fort soit exprimé en faveur de garanties de sécurité, d'autant plus qu'un soutien est désormais offert par l'une des rares nations qui possède la puissance militaire nécessaire pour appuyer ce qu'elle dit. Mais tout des garanties à leur mise en œuvre est conditionné à la conclusion de la paix. La Russie a indiqué qu'elle ne déclarera pas la paix si cela signifie que des troupes occidentales entrent en Ukraine. Peut-être que désormais le travail de l'Ukraine et de l'Occident consiste à mettre Poutine sous une pression si forte qu'il n'aura pas d'autre choix que d'accepter. L'Ukraine fait un assez bon travail en ce sens, car elle prouve continuellement que les affirmations russes, selon lesquelles elle aurait pris du territoire en Ukraine, sont fausses. Pokrovsk, pour laquelle la Russie pousse depuis presque 2 ans, est une ville que les sbires de Poutine affirment avoir capturée. Ce n'est pas le cas. Nous le savons parce que les forces ukrainiennes viennent de frapper durement un convoi russe à la périphérie de Pokrovsk, faisant en sorte que ce convoi perde tout.